Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, dans cette 30e édition de la matinale des Ops. Je suis Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement, je suis un des administrateurs de l'association No Code France et je suis là pour vous parler une dernière fois avant de prendre un petit break bien mérité pendant l'été, de vous parler d'Ops, de No Code Ops, vous le savez, tous ces outils que l'on aime beaucoup, Airtable, Zapier, Notion, Make, j'en passe, c'est des meilleurs. Pour parler d'IA aussi, évidemment, on ne peut plus passer à côté de ce sujet incontournable. Et puis, pour vous parler de un peu tout et n'importe quoi, on va faire, comme d'habitude, notre petite veille sur Producton pour commencer, pour se réveiller ensemble. Voilà, j'espère que vous avez un thé, un café. Voilà, moi j'ai ma petite tasse renard, voilà, que j'aime beaucoup. J'ai mon t-shirt aussi, No Code House Athènes. Voilà, une petite dizaine de personnes sur Terre ont. Voilà, j'espère que vous en faites partie si vous regardez. Sinon, j'espère que vous avez le FOMO et que vous viendrez à la prochaine No Code House. Et voilà, salut Xavier, j'espère que tu vas bien, voilà, tu es avec moi de bon matin, j'espère que vous êtes un petit peu d'autres. J'ai sauté la semaine dernière, j'ai eu un petit contretemps, donc j'ai dû annuler mon émission de la semaine dernière, mais je suis là cette fois. Voilà, et donc on va finir un petit peu la saison, voilà, un peu comme à la télé, après on fait une pause l'été, puis on revient à la rentrée. J'espère revenir à la rentrée avec plein de surprises, avec un nouvel habillage, faire des choses un petit peu chouettes, mais bon, ça on verra. Voilà, je suis preneur évidemment de toutes vos idées également. Salut à toi Tim Hortons. Voilà, alors écoutez, on va commencer doucement. Salut Jacques, salut Matt. Voilà, ça fait plaisir. Merci d'être avec moi encore. Je ne sais pas si vous êtes en vacances déjà ou vous travaillez. Si vous êtes en vacances, que vous êtes réveillé à 8h du matin, ça fait plaisir. Alors peut-être aussi vous avez des enfants. Donc il y a plein de raisons de se lever tôt, hein, comme on dit. En plus, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, il me semble. Voilà, l'avenir, ou je ne sais pas ce qui appartient aussi. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne suis pas très bon en proverbes. Je les remixe un petit peu. Voilà, allez, je vais vous partager mon écran et on va commencer un petit peu par notre petite veille Product Hunt, notamment parce qu'en plus, il y a quelque chose d'un petit peu intéressant. J'allais dire pour une fois, non, pas pour une fois, il y a plein de choses souvent intéressantes, mais il y a du no-code en top du top aujourd'hui, puisqu'il y a N8N qui a lancé sa version 1.0, et ça, je sais que ça ne manquera pas d'intéresser. J'ai failli fermer la fenêtre StreamYard, ça aurait été très très moche, ça aurait fait un truc très, très bizarre. Bon courage pour ceux qui ne sont pas en vacances, hein, au passage. Donc voilà, N8N, si vous ne connaissez pas N8N, c'est un outil d'automatisation très puissant, un peu moins accessible que Make, beaucoup moins accessible que Zapier, évidemment, dans la hiérarchie un petit peu de l'accessibilité et de l'automatisation. Évidemment, Zapier est en tête, Make après, et puis N8N après. N8N, ils se présentent eux-mêmes plutôt comme un outil low-code. Moi, je trouve que c'est un outil quand même no-code, parce qu'on peut faire des choses sans coder, mais c'est vrai qu'il y a des petites subtilités un petit peu techniques. Et donc, c'est un outil qui s'est lancé il y a 4 ans, qui existe depuis 4 ans, c'est ça, depuis 2019. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Yann, le fondateur. Il a lancé ça tout seul en 2021, donc ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'il travaillait là-dessus. C'est un projet, moi, que je trouve assez remarquable, qui a la particularité d'être pas vraiment open source, mais pas vraiment propriétaire non plus. Ils ont une licence un petit peu particulière, mais si je dois résumer, bon, le sujet des licences, c'est un vaste sujet. Je vous invite à regarder d'ailleurs les lives de la guilde open source de No Code France pour en savoir plus, ou d'écouter l'excellent podcast de Walid aussi. Son prochain épisode d'ailleurs est dédié à cette question des licences. N8N, ils ont une licence qui s'appelle Fair Code, qui fait que vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez vraiment commercialement et tout, mais globalement, le
core, le cœur de N8N est ouvert, et ça leur permet notamment d'avoir une communauté de développeurs qui contribuent au projet et aussi à la création de plugins. Et ça, c'est hyper important pour un outil d'automatisation, pour pouvoir se connecter à plein d'autres outils. Je vais ouvrir ça quand même en même temps que je parle. D'avoir quand même tous ces développeurs, ça leur permet quelque part de pouvoir rattraper peut-être un petit peu leur retard sur Make ou sur Zapier. Pas forcément au niveau du développement du produit en lui-même, parce que le produit est assez avancé, mais au niveau des intégrations. Parce que vous le savez, on parle beaucoup d'outils d'automatisation quand on parle de Zapier, de Make, etc. Mais en fait, ce sont quand même avant tout des outils d'interconnexion. C'est-à-dire que certes, ils permettent de faire des choses de manière automatisée, mais surtout, ils vous permettent d'interconnecter différents outils. D'un côté, Airtable, après, vous pouvez déclencher avec LinkedIn, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment important à noter. Et donc là, ils ont enfin lancé leur version 1.0. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils sont passés de la version 0.200 quelque chose à la version 1.0. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors, ils mettent vraiment en avant ce côté low-code. Et c'est vrai que dans N8N, c'est très facile de mettre du code. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que je trouve que voilà, après, moi, je suis un peu dans un combat pour le no-code versus le low-code. Enfin, pas un combat, mais c'est vrai que je trouve ça pertinent de quand même dire clairement aux gens quand ils sont obligés ou pas d'utiliser du code. Et dans N8N, vous n'êtes pas obligé. Par contre, et ça, c'est un truc que je trouve vraiment dommage avec Make, c'est que dans Make, vous avez jamais la possibilité de mettre du code, du JavaScript ou du Python ou n'importe quoi. Dans N8N, vous pouvez mettre du JavaScript et du Python, tout comme dans Zapier, vous pouvez mettre aussi du JavaScript et du Python. Et ça, je trouve ça dommage dans Make, parce que des fois, alors après, je dis ça parce que je suis développeur à l'origine, mais même pour des non-devs, de pouvoir copier-coller un petit bout de script, des fois, ça peut vraiment économiser quelques étapes, ça peut permettre vraiment de repousser les limites d'un outil. Et aujourd'hui, à l'heure de l'IA, où on peut générer du code quand même relativement facilement, c'est quand même un peu dommage pour Make. Donc voilà, Make est un peu, je trouve, un petit peu en retard là-dessus. En tout cas, ils n'ont pas pris cette approche-là. Mais voilà, donc ça c'est N8N. J'aime beaucoup N8N, je trouve ça vraiment très joli en termes de... C'est vraiment de la programmation nodale, donc je trouve que c'est beaucoup plus... pour moi, en termes d'interface, c'est mieux que Make ou que Zapier, parce que ça, là, ce que vous voyez à l'écran, cette capture d'écran particulièrement, je trouve, représente bien... Là, vous voyez, vous avez un embranchement, un if, avec ce petit panneau de signalisation, mais vous avez aussi potentiellement une boucle, puisque vous voyez que le deuxième if, là, ça ressort et ça revient plutôt dans... Donc ça, c'est vraiment super. Pour moi, c'est ça, voilà, le paradigme de la programmation visuelle, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. C'est pour ça que je trouve assez intéressant, d'ailleurs, ActivePieces, dont on a parlé quelques fois, qui est lui aussi un outil open source. Donc voilà, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Pour rebondir sur ce que dit Matt, effectivement, très bon point. Il y a un truc qui est super intéressant avec N8N. Alors, vous pouvez l'héberger vous-même, ce qui est assez chiant, pour être tout à fait honnête. C'est pas forcément très compliqué, mais c'est assez chiant. Notamment, il faut le mettre à jour. Voilà, moi, j'ai une petite instance d'N8N et je pense que je vais passer sur l'offre cloud parce que très franchement, c'est un peu pénible. J'avais pris une toute petite machine virtuelle sur Digital Ocean, mais en fait, sur certaines opérations, ça se mettait à ramer, etc. Donc, très franchement, je vous invite vraiment à regarder l'offre cloud. Et surtout, l'offre cloud, ce que je trouve hyper intéressant, et honnêtement, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est que, donc, pour rebondir ce que dit Matt, ils prennent pas en compte le nombre d'étapes de votre automatisation, à la différence de Zapier ou Make, mais juste le nombre d'exécutions de votre workflow. Alors ils ont rajouté un autre plan, mais donc déjà sur le plan à $20. Alors le seul truc qui est un peu chiant sur le plan à $20, c'est que vous pouvez avoir que 5 workflows actifs en même temps, mais vous pouvez en avoir plein d'autres, mais vous pouvez en avoir que 5 qui vont s'exécuter de manière automatisée. Et donc, par contre, vous pouvez avoir autant d'étapes. Et donc littéralement, si vous avez admettons une automatisation qui a 200 étapes, ou alors une automatisation qui en a 10, vous pouvez exécuter autant de fois les deux automatisations, ça ne pose aucun problème, et vous voyez que vous avez le droit à 5000 exécutions. Donc en fait, si vous faites 5000 fois le nombre d'étapes dans votre automatisation, vous voyez que vous êtes très largement au-dessus des pricing de Make ou de Zapier, quoi.
Donc vraiment, ça, c'est vrai que c'est hyper notable. Donc ça, je vous invite vraiment à regarder si vous avez des forts volumes d'automatisation. C'est intéressant. Il y a aussi, il n'y a pas de limite, il me semble, en termes de manipulation de données. C'est-à-dire que si vous pouvez manipuler des gros fichiers, vous n'allez pas avoir de problème. Moi, j'ai eu des problèmes, j'en ai déjà parlé ici avec Make. Quand vous manipulez des vidéos avec Make, vous explosez votre quota hyper vite. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, après, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Tous ces outils sont hyper différents, ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. J'en parlais encore hier avec Lilian, avec qui j'ai dîné. Lilian, notre expert make préféré de la communauté no-code, évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les querelles de chapelle entre Zapier, Make, N8N n'ont aucun lieu, franchement, même si on aime bien en rigoler, Lilian, elle aime bien taper sur Zapier, etc. Moi, je vais vous dire un truc, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas forcément maîtriser les trois, c'est impossible, ce sont des outils quand même assez profonds, mais d'avoir les trois à votre disposition, c'est très important. Nous, chez Contournement, historiquement, on utilise beaucoup Zapier, j'utilise beaucoup, de plus en plus, Make pour des processus qui vont nécessiter beaucoup d'exécution, mais j'utilise aussi des fois N8N pour des choses très spécifiques qui vont avoir des gros volumes d'exécution ou qui vont me demander par exemple de mettre un petit peu de code ou des choses comme ça. Donc vraiment, ne les opposez pas, essayez de plutôt voir suivant votre contexte celui dont vous avez besoin. Voilà, parenthèse fermée, c'est le lancement de Product Hunt. La journée se termine, enfin la journée aux États-Unis à San Francisco se termine dans 45 minutes. Ils sont très largement en tête. Ils vont être Product of the Day, à mon avis. Ils vont être probablement même Product of the Week, ce qu'ils ont eu il y a 4 ans au lancement. Salut Arnaud, salut Loïc, salut Maurice, merci de nous avoir rejoints. Je regarde, pour répondre à ta question Loïc, je ne connais pas du tout Raycast, parce que si je ne dis pas de bêtises, Raycast c'est sur Mac. Moi malheureusement, je suis sur Linux, donc je suis privé de certains de ces outils comme Arc, comme Raycast, comme des choses dont j'entends beaucoup parler dans la communauté no-code ou même sur Twitter ou sur Internet en général. Donc voilà, donc, personnellement je ne sais pas. Par contre, dans les gens qui nous regardent, si vous utilisez Raycast, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Voilà, je sais que Xavier ne probablement n'utilise pas Raycast puisque j'ai eu l'occasion de voir son ordinateur et il est sur Windows aussi. Ah, alors peut-être que je confonds, mais moi il me semblait que Raycast c'était une application native Mac, mais peut-être je dis pas une bêtise. Ils ont aussi un site internet. Ah, attendez, on va aller regarder ça tout de suite parce que peut-être que je parle pas du bon truc. Parce que pour moi, Raycast, c'est pas vraiment un outil. Voilà, c'est un outil de raccourci, un petit peu, c'est un concurrent d'Alfred sur Mac. Mais oui, moi, ce que je vois, c'est que sur Mac. Alors, je sais pas si c'est une app, hein, on est d'accord. Maurice confirme. Voilà, bah, écoutez, non, donc désolé, moi, personnellement, je ne peux pas tester. Si je clique sur ce bouton, ça va me télécharger quelque chose que je ne pourrais pas installer, donc je vais pas le faire. Voilà, moi par contre, alors vous n'allez pas le voir, mais moi j'ai une alternative à Alfred qui s'appelle uLauncher, voilà, qui est beaucoup moins puissante évidemment que Alfred, mais voilà, qui existe sur Linux, si jamais il y a des gens qui sont sur Linux. Alors, allez, on continue un petit peu notre veille. Et qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Un language assistant, bon, pour vous écrire dans des langues étrangères. Bon bah ok, ça c'est voilà typiquement le genre de choses que vous pouvez faire directement dans ChatGPT. Donc je suis pas sûr de voir forcément l'intérêt, mais peut-être que suivant certains contextes, ils ont beaucoup de points, ils sont très bien, ils sont au top au classement. Donc voilà. Ici, ChatGPT pour Android. Alors, l'application, donc ChatGPT, évidemment, vous connaissez tous. Il y a une application iOS qui existe depuis longtemps, une application native. Et ils viennent enfin de sortir. Alors moi, j'ai toujours pas. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est peut-être aux États-Unis d'abord. Ouais, voilà. Moi, je suis en pré-register aussi. Donc ils ont fait un lancement, mais on peut pas y accéder. Mais voilà, donc une application native. Je sais pas ce que ça change vraiment d'avoir une application native. Moi, j'avais mis un raccourci vers ChatGPT. Je sais pas s'il y a des gens qui utilisent l'application native sur iOS. Euh, mais voilà.
Moi, en tout cas, je serais content de l'installer. Moi, j'ai découvert récemment, à l'occasion de cette annonce d'ailleurs, sur Twitter, il y a des gens qui ont rebondi, qui ont parlé de Perplexity.ai. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai commencé un petit peu à le tester et j'ai l'impression que c'est assez intéressant. Je vais vous mettre le lien. Ils ont une application mobile que j'ai installée également. Et ça a l'air d'être un peu une méta-application sur de l'IA. C'est pas que ChatGPT. Enfin, ça a l'air de permettre de mieux organiser ses chats, de faire des choses. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais ça m'a eu l'air assez intéressant. Notamment, vous pouvez plus personnaliser les réponses. Vous pouvez préenregistrer des threads, des choses comme ça. Donc voilà, je partage ça. Mais bon, quand même, pour travailler avec ChatGPT, le meilleur moyen reste quand même de travailler avec directement le ChatGPT. Alors, ça c'est promotion. PDF to chatbot, on en a vu déjà un paquet. Mind Studio, Launch Powerful AI Apps with No Code. Alors ça, j'ai déjà regardé une fois. J'ai l'impression qu'il y a déjà eu ce lancement. Et très franchement, j'avais pas bien compris ce que ça permettait de faire. Franchement, parce que c'est des workflows d'IA, peut-être, pourquoi pas, franchement. Regardez, attendez, alors peut-être que je confonds avec autre chose. Ah, ils se sont rebrandés peut-être. Mais ça m'a eu l'air bien compliqué. C'est marrant, cette petite grille derrière n'est pas sans rappeler celle qu'on a vue dans N8N ou dans Active Pieces. Quand on parle d'automatisation, apparemment les gens aiment bien mettre une petite grille derrière. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien sur l'écran, mais alors est-ce qu'il y en a des exemples de choses qu'ils ont fait? Voilà, parce que si on l'a déjà vu passer. Voilà, bon, franchement, je sais pas. Voilà, à voir, mais ça m'a pas forcément parlé. Alors, pour répondre à ta question, Matt, on a déjà testé, enfin, dans ce live, alors après, pour les gens du chat, je sais pas si vous avez testé, mais Luna Park, on a déjà testé. Je crois que c'était il y a 3 semaines ou un mois dans le live. Je sais pas si tu étais là, peut-être tu n'étais pas là ce jour-là. Enfin, j'ai pas testé en tant que tel, mais je vous ai montré un petit peu. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que donc, Luna Park, c'est fait par un membre de la communauté No Code. Et il vient quasiment à tous les. Non, mais en fait, j'ai pas vraiment testé hein, l'application, mais j'avais montré un petit peu, j'en ai un petit peu parlé. Et il est là à tous les meet-up à Paris, les premiers mercredis du mois au meet-up No Code. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir une démo ou vraiment en parler avec lui. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir au meet-up, rencontrer Hugo. Voilà, il est vraiment passionné par ce qu'il fait et moi je trouve ça assez génial ce qu'il fait, même si c'est pas forcément facile à appréhender. Mais du coup, dans Luna Park, il y a des challenges que vous pouvez faire pour découvrir l'outil qui est vraiment super. Voilà. Alors par contre, Recast sur Firefox, bah, je sais pas, du coup, j'ai pas vu le code de comment l'utiliser, mais je sais pas si on parle de la même chose, mais en tout cas, là, Recast, moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt une appli Mac, quoi. Mais à voir. Je sais pas, parce que du coup, je suis pas sûr de voir dans quel contexte l'utiliser dans le navigateur, parce que c'est plutôt une application pour faire des choses avec son ordi, accéder à des fichiers, enfin, un truc un peu. Mais bon, pourquoi pas. Bon, échanger sa voix, on s'en fout un peu. Alors, Super Whisper, ça c'est intéressant, ça m'intéresse, j'utilise énormément Whisper en ce moment. Est-ce que c'est pour faire en live? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, forcément, ça m'intéresse. Ah, quel dommage, c'est uniquement pour... Ah, mais c'est pour faire de la transcription en live, quoi. Pourquoi pas? Ça, c'est... alors pour les gens qui suivent notre cahier de vacances, vous découvrirez que Erwan utilise beaucoup la dictée vocale depuis des années. Voilà, il tape pas ses emails, il les dicte.
Voilà, moi j'avoue que c'est une technologie à laquelle j'ai toujours été assez réticent parce que je tape pas hyper vite. J'ai jamais appris à taper vraiment de manière dactylo, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, ce que je devrais probablement faire. Mais j'avoue que je suis pas un fan de la dictée vocale, quoi. Je trouve que c'est un truc où on se retrouve à tout le temps devoir corriger. Mais alors, je pense que les progrès sont considérables. D'ailleurs, quand je vois la qualité des transcriptions de Whisper, je peux changer d'avis. Mais voilà, bon, pourquoi pas. En tout cas, bon, c'est que sur Mac, donc on pourra pas tester non plus. Euh, Créer du design. Bon, je ne sais pas. Ah, traquer le temps qu'on passe dans chacune de ces tabs, peut-être, ça peut être intéressant. Ça a l'air assez intéressant. J'ai envie de regarder ça. Je pense que la gestion des tabs, alors on a déjà parlé hein, ici dans un live, hein, je vous ai déjà dit, hein, moi que je suis vraiment un minimaliste des tabulations. En fait, en gros, ma règle, c'est que je dois jamais avoir plus de tables que la ligne, enfin voilà, que ça doit jamais dépasser, quoi. Enfin, en fait, après, elle commence à rétrécir. Mais voilà, moi, je suis vraiment pour que c'est là, comme vous voyez à l'écran, là, c'est vraiment un grand maximum. Et en général, j'en ai beaucoup moins que ça, quoi. Genre 5 maximum, quoi. Mais ça, je pense que c'est intéressant. Attendez, j'aimerais bien comprendre un peu plus. C'est une extension qui permet de traquer le temps qu'on passe dans les tabs, peut-être. Donc ça c'est time tracking, c'est toujours intéressant. Hein. Ça permet de voir un petit peu, de matérialiser ses habitudes, ses mauvaises habitudes potentiellement. Euh, Aussi de bloquer certaines tables, ça peut être intéressant, les choses qui nous distraient quand on est dans un mode de concentration, ça peut être pas mal. Et puis aussi de traquer ses habitudes, ça je trouve ça assez intéressant. Pareil, on en parle dans notre cahier de vacances sur la productivité, parce que ça c'est vraiment... Alors moi j'utilise une petite application très simple pour faire ça. Enfin non d'ailleurs j'utilisais une petite application très simple, maintenant je fais ça dans Notion. J'ai un tableau où chaque jour je coche quelques cases de choses que je veux suivre, que voilà, que si je les ai fait ou non. Voilà. Bon, pourquoi pas, écoutez, je vous laisse aller investiguer si vous avez une problématique autour des tabs. Voilà. Bon, Xavier, je ne vais même pas rebondir sur ce que tu dis là. Depuis que j'ai vu ton, ton bureau, on ne peut plus parler de productivité et de gestion de ton ordinateur. C'est catastrophique. J'en fais encore des fois des cauchemars quand ce bureau plein de toutes tes icônes, de toutes ces choses, ça m'angoisse. Donc, je préfère même pas savoir comment tu gères tes tabulations, enfin tes tabs, tes onglets, pardon. Euh, voilà. Bon, écoutez, j'ai l'impression que au niveau de, de Product Hunt, on va rien trouver de plus intéressant aujourd'hui. Euh, je vais faire un petit dernier. Ouais, franchement, c'est. Allez, c'est bon. Il est 8h30, c'est très bien. Euh, alors, bon, évidemment, on est obligé de parler quand même. Est-ce qu'on est obligé d'en parler ou pas? Je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler, mais j'ai quand même envie d'en parler. Qu'est-ce que vous pensez du rebranding de Twitter en X? Est-ce que le domaine marche déjà, x.com? Ah oui, ça redirige vers Twitter. Euh, Bon, ça redirige pour l'instant vers Twitter. C'est une redirection simple. Moi, je pense que, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un rebranding définitif? Si, c'est probablement un rebranding définitif. Je pense que le logo n'est pas définitif, clairement. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Très franchement, moi, je ne sais pas quoi en penser. Je pense, si je sais quoi en penser, je vais vous dire mon hypothèse là-dessus, et après, on pourra clore ce chapitre parce que c'est pas vraiment un sujet no code. Je pense que c'est une manœuvre, un rebranding traditionnel. C'est l'équivalent de ce qu'a fait Facebook avec Meta.
Ah, ça sera lancé officiellement en 2025. Ok, ah oui, ah oui, donc ils prennent un peu d'avance. Donc, ils vont changer. Bah, ils ont changé le nom. En fait, la vision apparemment de Elon Musk, c'est de faire une super app. C'est-à-dire une super app, alors c'est pas très connu en France, mais il y a, comment ça s'appelle, WeChat, qui est donc Super App, c'est une application de réseau social, de messagerie, de paiement aussi, de réservation de taxi. Enfin, dans WeChat, en Chine, tu fais tout avec, quoi. Bon, je suis jamais allé en Chine, je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit. Mais c'est ça le concept d'une super app. Et donc, apparemment, c'est ça la vision d'Elon Musk, c'est de devenir une super app. Et donc, la super app, elle s'appelle X.com. Donc, peut-être que, effectivement, cette super app, la vision, c'est plutôt pour 2025. Mais la première étape, en fait, c'est la base de cette super app, c'est Twitter. Twitter, dedans, il y a quand même déjà pas mal de choses en plus de juste les tweets. Il y a les Spaces, qui sont, je trouve d'ailleurs, assez cool. Il y a maintenant la possibilité de s'abonner, de payer pour suivre des gens. Il y a des choses un petit peu de paiement. On sait qu'Elon Musk, il a tout un truc aussi avec les cryptos. Donc peut-être des paiements en crypto, des choses comme ça. Donc voilà, moi je pense aussi qu'il y a un autre truc, c'est que Twitter, c'est un vrai merdier, c'est-à-dire qu'il s'est complètement cramé en rachetant Twitter. Il a fait n'importe quoi. Franchement, Twitter, c'est devenu un peu n'importe quoi. Il y a plein de gens qui quittent Twitter. Il y a plein d'alternatives qui sont en train de fleurir, même si, bon, on n'est pas de là à ce que Twitter perde vraiment de l'attraction au profit de Mastodon. Je pense qu'on en est loin. Mais moi, je pense que c'est pour faire oublier, en fait, toute cette histoire et devenir un nouveau truc. Et si on regarde l'exemple de Meta, qui s'appelait auparavant Facebook, maintenant, bon, Facebook, c'est juste le nom d'un produit, et ben, je trouve que ça a marché. C'est-à-dire que il y a quelques années, Facebook, tout le monde détestait Mark Zuckerberg, tout le monde détestait Facebook. Enfin, je veux dire, moi le premier, hein, j'ai longtemps considéré de supprimer mon compte et tout. Ils sont complètement cramés avec le Cambridge Analytica. Je veux dire, en termes d'image de marque, Facebook, c'était vraiment au plus bas. Et en changeant de nom, en détournant l'attention des gens sur le métaverse, etc., eh ben, ils ont réussi un petit peu à se faire oublier, quoi. Quelque part. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les gens ont oublié à quel point Facebook, quand même, a été, et probablement toujours d'ailleurs, problématique, quoi. Et donc, je pense que, voilà, parce que d'ailleurs, même Twitter, le rachat de Twitter par Elon Musk et tout, a redonné un peu du galon à Mark Zuckerberg et à Meta, ça les a aidés aussi. Ils ont pu dire, bah tiens, regardez, il y en a un qui est encore plus dégueulasse que nous, qui fait vraiment n'importe quoi. Et là, je pense qu'il fait pareil, quoi. Là, il se dit, bon, ok, on va se rebrander, et dans 2 ans, tout le monde aura oublié que Twitter, c'était devenu le bordel, que c'est... Enfin, voilà, bon, je vais pas faire une analyse de tout ce qui se passe, c'est pas forcément le sujet de cette matinale, mais voilà. Et en plus, bon, on comprend, ouais, effectivement, en termes de vocabulaire, comment ça va s'appeler ça? Est-ce que ça va s'appeler un tweet? Est-ce que ça va s'appeler... on ne sait pas, on pourra plus dire tweeter, effectivement, ce qui était devenu vraiment un verbe de la langue commune. Bon, on verra, parce que X, c'est quoi? C'est quand même assez particulier, quoi. Après, je trouve ça assez classe, le domaine x.com, c'est quand même assez classe, quoi, d'avoir un domaine en une seule lettre, c'est quand même assez ouf. Et j'ai d'ailleurs appris que donc, dans les 26 domaines qui existent avec une seule lettre, eh bien, il n'y en a que 3 en fait, qui sont fonctionnels, quoi. Il y a z.com et il y en a un autre, je sais plus. Enfin, apparemment, tous les autres appartiennent à quelqu'un, évidemment, mais ne sont pas utilisés. Bref, allez, parenthèse fermée parce que c'était pas si intéressant. On ferme aussi Product Hunt. Petite annonce très sympathique que je fais et je vous le redirai à 9h. Nos amis de Eden AI vont se lancer aujourd'hui sur Product Hunt. Alors là, au moment où je vous le dis, ils ne sont pas encore lancés. Parce qu'en fait, ils vont se lancer à minuit, heure de San Francisco. Ça, c'est une des bonnes pratiques de Product Hunt. Pour avoir toute la journée pour les votes, vous vous lancez donc à 9h du matin en France pour être vraiment à minuit 1 sur Product Hunt et donc à essayer d'avoir un maximum de votes sur 24 heures. Donc ils vont se lancer à 9h, donc n'hésitez pas à leur donner de la force. Eden AI, j'en ai déjà parlé, c'est un outil, c'est un agrégateur d'API autour de l'IA. J'ai même fait je vais vous partager d'ailleurs l'interview de Taha de Eden AI, vous pouvez regarder le replay. Mais voilà, c'était hyper intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est un très beau projet, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et ben non, du coup, Arnaud, il se lance pas en même temps que N8N, puisque N8N s'est lancé hier, en fait, techniquement.
N8N, dans 45 minutes, enfin non, dans 25 minutes, là, 35, N8N sera Product of the Day. Et à 9h, en fait, heure d'ici, mais donc à minuit à San Francisco, va commencer la nouvelle journée de Product Hunt. Voilà, on voyage un petit peu dans le temps voilà, avec les fuseaux horaires. Mais donc, sachez qu'à l'heure de Product Hunt, ici, on est à la fin de la journée de Product Hunt. Voilà, donc eux, ils vont se lancer à 9h. Voilà, donc si on ira voir à 9h, à 9h01, s'ils sont déjà lancés, on ira leur mettre un petit upvote symbolique, mais n'hésitez pas à le faire. Voilà, juste connectez-vous sur Product Hunt. Voilà. Si vous en avez envie, évidemment, votez pour eux. Si, voilà. Alors, en fait, je ne suis pas non plus un expert de Product Hunt, mais à la fin de la semaine, en fait, ton launch, il reste à vie, quoi. C'est-à-dire que tu vas rester dans Product Hunt à vie, mais c'est sur la journée que ça compte. Et si je comprends bien, à la fin de la semaine, ils prennent celui qui a eu la meilleure journée, quoi. Enfin, ils font le classement de ceux qui ont eu la meilleure journée, mais c'est pas sur toute la semaine, il me semble. Mais je dis peut-être une connerie. Et salut à toi, Joe Black, qui nous rejoint. Voilà, allez, on passe sur nos petites news un peu dans les outils no-code. Et je m'étais dit que comme c'était la dernière de la saison, là, sur de notre matinale, eh bien, peut-être j'allais revoir un petit peu pour chacun des outils. On pourrait un petit peu regarder ensemble tout ce qui est sorti là depuis 6 mois, depuis le début de l'année, pour voir ce qu'on a préféré au niveau de chaque outil, de ce qui nous a paru être les nouveautés des outils no-code les plus intéressantes. Alors, au niveau là alors, déjà les news, est-ce qu'il y a des news sur Airtable? Alors apparemment il y a 2 news là en juillet évidemment. On peut coller des éléments dans la grille. Ça ok, je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Ah oui, avant on pouvait pas coller plusieurs colonnes d'un coup, peut-être quand on était en vue dans les interfaces. Ok, bon pourquoi pas, c'est une petite chose assez mineure. Et on peut filtrer les runs des automatisations. Ok, ça c'est pas mal effectivement. C'est pas un truc incroyable, c'est vraiment une petite nouveauté du i. Alors, dites-moi, ça c'est ma question pour vous. Quelle est sur 2023 la fonctionnalité Airtable qui vous a paru la plus significative? On va les repasser très rapidement. Il y a eu beaucoup de choses. Là, si je vois, là, vous voyez à l'écran janvier. Alors, n'hésitez pas à me dire ce qui, vous, dans les moments récents, vraiment vous ont paru le plus significatif. Je n'avais pas préparé, donc je regarde en live. Désolé, je vois en live les choses. Attendez, je vais boire un petit peu d'eau d'abord. Alors, très franchement, je pense que l'évolution de l'API d'Airtable, c'est probablement un des trucs les plus significatifs. Pas au niveau du produit en lui-même, mais un peu dans Airtable en général. Mais le fait qu'ils aient rajouté... alors j'en ai parlé, j'ai fait tout un segment de l'émission dessus, donc vous pouvez regarder le replay, mais le fait qu'ils aient introduit l'hôte 2 et la possibilité de générer des tokens avec des permissions très fines, alors qu'auparavant, vous aviez un seul token pour tout votre compte Airtable, ce qui était vraiment très problématique en termes de sécurité. Ça, je trouve que c'est assez génial, notamment pour des no-codeurs et des no-codeuses comme nous, qui utilisent beaucoup les capacités d'interconnexion des outils no-code. Ça, c'était vraiment très important. Donc voilà, je vous raconte même pas le nombre de fois que j'ai partagé sans le vouloir ma clé Airtable dans une vidéo. Après, j'ai dû faire des cuts et des choses comme ça. Donc bon, voilà, vraiment, ça, c'était vraiment très intéressant. Alors, effectivement, d'un point de vue un peu général, je suis assez d'accord avec Matt, l'évolution des interfaces, de la partie interface du produit, la possibilité de créer des interfaces, a été vraiment significative en 2023. On est passé de quelque chose en 2022 que moi je trouvais vraiment très basique, voilà, à quelque chose qui est utilisable, qui est quand même maintenant, qui devient d'ailleurs, on voit dans la communauté no-code de plus en plus d'experts, Julien, Élise, plein de gens en parlent très régulièrement dans les lives et tout. Donc voilà, les interfaces, je pense, pour moi, ne sont pas encore arrivées à maturité, mais elles sont devenues significativement intéressantes. Et d'ailleurs, cet été, je vais travailler pour ajouter ça dans mes formations contournement.
Alors Loïc, si tu ne connais Airtable que de nom, je t'invite vraiment à aller tester. C'est un outil extraordinaire, sans vouloir trop en faire la pub, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, Xavier qui nous dit qu'il n'utilise plus Airtable, évidemment Xavier est passé à Xano, bon, il est dans des sphères un petit peu plus puissantes, mais bon, c'est des usages différents, hein, d'ailleurs. Alors, Airtable, effectivement, tout à fait, tu fais bien de poser la question, hein, parce que des fois, on a tendance à parler des outils sans dire ce que c'est. Airtable, c'est une base de données relationnelle qui a la particularité de pouvoir aussi proposer des vues. Par exemple, ça, c'est une vue Airtable euh, mais en dessous, il y a sous la forme un petit peu d'un tableur, une vraie base de données relationnelle, mais qu'on peut exploiter dans des vues différentes. Il y a également maintenant des automatisations dans Airtable, et il y a également la possibilité de créer des interfaces. Donc c'est vraiment un produit un petit peu tout en un, quoi. Donc il y a eu plein, donc voilà, les updates dans l'interface designer, on en a parlé. Alors il y a des choses assez intéressantes, mais qui ne sont que sur le plan entreprise, notamment le two-way sync, donc la synchronisation entre différentes bases de données, qui va dans les deux sens. Ça, malheureusement, on n'a pas pu tester. Euh, voilà. Bon, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, mais c'est quand même encore... bon, voilà, je pense qu'on a évoqué effectivement les choses les plus pertinentes. Ah oui, pardon, je parlais de Xano, mais en fait, c'est vrai que j'ai oublié ton amour pour Coda, Xavier. Pardon, je suis pas complètement passé à côté de la ref. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est un truc que autant vraiment, j'ai envie de me mettre à Xano, autant Coda, je suis toujours pas convaincu, mais je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Enfin, je suis convaincu, je trouve que c'est un super produit, mais voilà, il y a un moment, là, pour le coup, on choisit un petit peu son école. Autant ça, c'est un vrai sujet d'ailleurs. Autant tout à l'heure, je vous ai dit, je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser des fois Make, des fois Zapier, des fois N8N. Autant sur Airtable, Notion, Coda, je pense que là, il faut faire un choix, quoi. Enfin, non, nous, on utilise Airtable et Notion, mais il n'y a pas de contexte où je me verrai utiliser Coda, pour être tout à fait honnête. Et pourtant, j'ai quand même pas mal testé Coda pour être bien conscient de la valeur du produit, mais vraiment, en tout cas dans l'usage de contournement. Après, peut-être que c'est trop tard pour nous, on a tout construit autour d'Airtable, de Notion, et puis voilà, mais ouais. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde le Coda Arena. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa, le concept, le twist le takeover de Airtable Arena par Elise. Voilà, c'était une excellente idée. Donc voilà, il faut que je le regarde. Mais il y a tellement de lives. Vous le savez d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Twitch de No Code France, hein. Vraiment, il y a des lives dans tous les sens. Il y a plein de gens passionnants qui parlent de No Code. Donc vraiment, n'hésitez pas. Bon, allez, ok pour Airtable, très bien, on est content. Voilà, vous pouvez aussi utiliser du Coda. Désolé, hein, je parle jamais de Coda dans cette émission parce que vraiment c'est un outil que je maîtrise pas du tout. Voilà, c'est une autre école. C'est une autre école. Je suis tout à fait d'accord que c'est un outil remarquable et très puissant. Mais voilà. Alors, ça, c'est un webinaire que je vais devoir regarder, je pense. Donc, je ne vais pas... désolé, vous le savez, hein, je fais ma veille en même temps que je fais cette émission. Donc voilà. Là, il faut que je prenne ça en note. Et on s'en reparlera plus tard. Allez, on va passer sur Zapier. Alors, Zapier, il y a eu beaucoup de nouveautés. Zapier, il y a eu beaucoup de nouveautés en 2023 qu'ils ont annoncé à la fin de l'année 2022 lors de leur conférence annuelle. D'ailleurs, dans quelques mois aura lieu leur prochaine conférence. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Ils ont, je sais pas. Alors, le problème, c'est que j'ai envie de vous poser la question qu'est-ce qu'il y a eu de notable pour vous en 2023 sur Zapier? Le problème, c'est que je sais que très peu d'entre vous utilisent Zapier, donc voilà, je vais vous dire quand même moi ce que j'ai pensé. Franchement, il y a eu tellement de choses. Les bases de données dans Zapier, je trouve, sont très intéressantes. Alors Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation, mais vraiment historique, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui a ajouté récemment la possibilité d'avoir des bases de données internes, donc une espèce de micro Airtable, et aussi une partie interface. Donc vous pouvez créer aussi des produits maintenant complets avec Airtable.
Mais ce qui est vraiment notable avec Zapier en 2023, c'est le push étonnant et incroyable, j'ai envie de dire, enfin, et vraiment puissant qu'ils ont fait sur l'intelligence artificielle. Ils ont un partenariat vraiment profond avec OpenAI, mais ils ont développé eux-mêmes aussi leurs propres intelligences artificielles. Et donc, même si vous n'avez pas de compte OpenAI, vous pouvez utiliser AI by Zapier, bon, qui est une fonction premium, mais pour faire aussi des choses d'intelligence artificielle. Voilà, ils ont leur App Extensions, il y a des choses assez puissantes qui arrivent sur Zapier, et la vision que ont la plupart des gens, je pense, de Zapier, d'un outil très simple, très accessible, et du coup pas très puissant, est assez erronée à mon avis, et j'en reparlerai plus en fin d'année. On est en train de mettre à jour aussi notre formation contournement pour qu'elle reflète ça, parce que voilà, il y a vraiment des choses. Vous pouvez appeler des API, enfin, vous pouvez faire des appels au sein de, enfin, vous pouvez étendre. Ouais, je vais même pas rentrer là-dedans. En fait, là, j'allais commencer à partir dans un truc trop technique. J'en parlerai dans la formation ou dans des vidéos, mais parce que voilà, il y a des choses vraiment très très intéressantes qui sont arrivées. Donc voilà, allez, on passe sur Zapier. On va parler de Notion plutôt parce que vous êtes plus nombreux, je pense, à utiliser Notion. Je vais retrouver Joe Black. Si tu regardes dans les replays de la chaîne Twitch, je pense que, parce que c'était la semaine dernière, il me semble, Coda Arena, donc il doit être toujours présent dans le replay de la chaîne Twitch de No Code France. Si tu cliques là en dessous de l'écran que tu dois avoir les vidéos et tu dois pouvoir arriver sur le Coda Arena. Voilà. Alors par contre, attention, ne le fais pas en même temps là, parce que sinon tu vas commencer à regarder ça. Je t'invite à regarder jusqu'au bout la matinale des Ops avant de switcher sur Code Arena. Mais voilà, parce que je sais pas s'ils l'ont mis sur YouTube. Donc voilà, mais par contre, tu dois avoir le replay sur Twitch. Et effectivement, alors, par contre, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que les replays sur Twitch ne restent que 2 semaines, malheureusement. Donc déjà, et puis c'est pas hyper bien fait. Le Twitch, c'est quand même plutôt le live, hein. C'est pour ça qu'on re-upload une partie des émissions de la chaîne qui sont en live sur les chaînes YouTube. Voilà, sur les chaînes YouTube, par exemple, moi je réupload sur la chaîne YouTube de Contournement, Julien réupload les Airtable Arena sur sa chaîne, etc. Salut à toi Loïc, et écoute, à bientôt. Bon, j'espère te revoir à la rentrée. Et merci à toi Waro Lucky d'avoir partagé le lien direct vers le replay. Alors je suppose que c'est le replay, je vois pas, mais je suppose que c'est ça. Allez, on continue, on va finir peut-être avec ça. Qu'est-ce que c'est? Si vous utilisez Notion, si vous n'êtes pas, comme Xavier, un fan de Coda, enfin je sais que vous êtes quelques-uns à être fans de Coda ici, et c'est tout à fait OK. Si vous utilisez Notion, quelles sont en 2023 les choses les plus notables que vous avez vues? Sachant que je trouve que 2023 était une année assez calme pour Notion. En fait, ils ont fini l'année avec l'IA, mais du coup, depuis, ça a été assez calme. Mais on va repasser un petit peu. Alors, 2023, on commence ici. Alors, fin 2022, il y a eu Notion en allemand. Bon, je pense que c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est pas... On s'en fout un peu. Bon, il y a peut-être des germanophones parmi vous. Alors, en 2022... Non, ça, on est toujours en 2022. Alors, Notion 2.0, enfin 2.20, pardon. Je trouve ça assez rigolo que Notion, ils font comme N8N et tout. Ils ont des numéros de version. Ce que ne fait pas du tout Airtable. Je ne sais pas si Coda le font. Mais voilà. Alors, bon, la grosse news, évidemment, c'est quand ils ont ouvert Notion AI, donc l'intelligence artificielle à tout le monde, début 2023. Mais c'était déjà en test, en bêta, machin, depuis la fin de l'année. Enfin, bon, après, ça dépend quand vous avez eu accès. Mais voilà, bon. Moi, je trouve que l'IA dans Notion est franchement très intéressante. C'est très bien intégré, je m'en sers très peu, parce qu'on ne paye pas, on n'a pas l'abonnement. Je trouve que malheureusement, ils ont pas été très malins sur le... Enfin, je sais pas comment ils auraient pu gérer ça. Forcément, eux, ça leur coûte. Mais le fait d'avoir à payer en plus pour tout le workspace, pour avoir accès à l'IA, c'est pas évident, parce que à la fois j'ai envie de l'utiliser, parce que c'est souvent dans le contexte de Notion que j'écris du texte, et en même temps, je paye déjà ChatGPT plus,
Donc voilà, en fait, je fais tout là-bas, quoi. Donc je pense qu'ils sont un peu heurtés à ça, quoi. Donc voilà. Les boutons, ça, je trouve ça très franchement assez chouette. J'ai oublié d'ailleurs, je m'en sers pas du tout. Pourtant, je trouve que les boutons, c'est assez intéressant. Et surtout, les boutons, ce qui est intéressant d'un point de vue un petit peu méta, un petit peu no-code game, c'est que ce bouton, bah, c'est clairement les premiers pas vers l'automatisation, quoi. Attendez, est-ce qu'on les voit quelque part? Voilà, ici, les boutons, quand vous appuyez, vous avez même la possibilité de mettre un écran de confirmation, puis ça va créer des pages, etc. Là, c'est ce qu'on voit vite fait. Ça, franchement, c'est super intéressant. Alors après, je vous dis ça, c'est super intéressant d'un point de vue un peu, ça c'est mon œil un petit peu de technique, quoi, mais en même temps, je m'en suis pas servi une seule fois. J'ai fait les vidéos pour mettre à jour la formation contournement, et depuis, je m'en suis pas servi une seule fois. Donc très franchement, c'est que c'était peut-être pas non plus, voilà. Mais ça, je l'ai pris comme un signe fort de, voilà, les automatisations qui arrivent à l'intérieur de Notion. Bon, espagnol, portugais, on s'en fout. Importer des projets depuis Asana, bon voilà, Notion a une position très agressive par rapport aux autres outils de gestion de projets, donc ils essayent de capter les gens. Enfin, je dis agressif parce que je trouve ça assez marrant qu'ils fassent ça, et parce que avec Evernote, carrément, ils te donnent 5 dollars de crédit si tu importes tes données depuis Evernote, donc ça, je trouve que c'est quand même une démarche un peu agressive, mais bon. C'est le business, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est aucun problème avec ça. Agressif, ça veut pas forcément dire négatif. Ça, on trouve pas ça. Les unique IDs, bon, ok, c'est une petite fonctionnalité. Et donc, ouais, on a vu, donc ça c'est... En fait, il n'y a pas eu vraiment de grosses fonctionnalités. Alors, Joe Black, tu nous dis le template project. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Parce que moi, très franchement, le template project, j'ai pas trouvé ça... je trouvais que voilà, c'est un template, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Par contre, effectivement, les boutons et l'IA, moi, quelque part, c'est ce que je retiens le plus, quoi. Donc voilà. Parce qu'à la limite, on pourrait aussi citer le wiki, donc la possibilité de transformer son workspace, enfin son team space en wiki. Mais très franchement, voilà. Mais c'est vrai que je pense que bah, c'est un peu l'idée de Notion, quelque part. C'est que chacun se fait ses propres templates. Donc, eux, le fait qu'ils essayent de t'imposer en quelque sorte une gestion de projet, je trouve ça un peu bizarre parce que finalement, c'est là où je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils essayent de se rapprocher de Monday, Asana, etc. en cadrant les gens. Alors que moi, je trouve que ce qui est un peu magique dans Notion, c'est cette page blanche où tout est possible. Et puis après, alors effectivement, après, il faut avoir un peu de méthodo et tout, mais c'est aussi à ça que servent les formations, comme les formations de contournement ou d'autres, hein. Il y a de très bonnes formations sur Notion. C'est probablement l'outil no-code d'ailleurs qui a le plus de formations disponibles et le plus de qualité aussi, hein. On peut citer la formation de Shubham, évidemment, la formation de Vince, il y en a plein sur Notion. Donc voilà. Donc une année assez calme, je trouve, sur Notion, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des grandes modifications qui arrivaient. Voilà, je peux pas vous en dire plus, je ne suis pas ambassadeur Notion, donc je suis pas vraiment au courant, c'est vraiment, littéralement, j'ai entendu dire qu'il y avait des grandes modifications qui apparaissaient. Je ne peux pas vous dire lesquelles, parce que je ne sais pas. Alors c'est possible, hein, effectivement, que ça soit un move plus vers les entreprises, puisqu'on le sait, hein, et ça c'est les ambassadeurs d'ailleurs en parlent souvent. Ils trouvent que Notion a investi un petit peu trop fortement sur la communication à destination des entreprises et ils oublient un petit peu les makers, les simples makers, les pauvres petits makers comme nous. Voilà, il y a un gros push là-dessus. Et il va y avoir malheureusement beaucoup de vidéos à refaire sur Notion, mais ça tombe bien parce que de toute façon, malgré que j'ai refilmé tout le premier niveau de formation Notion en juin, je dois malheureusement le refaire parce que j'ai mal enregistré mes vidéos et donc la qualité laisse un petit peu à désirer. Donc voilà, donc il va y avoir une grosse refonte autour de Notion sur le dernier trimestre chez Contournement. Mais du coup, on va faire ça très bien. On va s'entourer aussi de bonnes personnes. Donc voilà, donc ça va être chouette. Alors moi, je suis pas d'accord que l'IA de Notion ressemble à un gadget. Très franchement, je trouve ça un petit peu dur parce que je trouve que l'IA de Notion, elle est assez complète et surtout, elle est en contexte en fait.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous avez une page avec beaucoup de contenu que vous voulez la résumer, bah vous avez 2 clics à faire, enfin même pas un clic, enfin ou même vous pouvez faire ça au clavier et lancer un résumé. Alors que sinon, il faut copier-coller ça dans, dans ChatGPT, il faut lui donner du contexte, le prompter. Donc, ouais, honnêtement, je suis pas d'accord. Puis même les fonctions de génération de données, par exemple, si vous avez besoin de, je sais pas, générer, je sais pas, la liste des villes d'un pays, des machins, des trucs. Bon, je sais pas, j'ai pas un super exemple qui me vient en tête, mais je trouve que c'est. Honnêtement, je m'en sers quasiment pas, mais je suis pas. Je trouve que c'est bien fait. Sur les boutons, oui, d'accord, on est limité, surtout si on compare avec Coda, évidemment. Bon, bah, Coda est largement en avance sur tout ce qui est vraiment création d'une interface, de création d'un outil, en fait. C'est que Notion est toujours au stade, pour moi, de prise de notes du futur, quoi. Mais on n'est pas sur la création d'un produit, d'un outil interne, un outil de gestion de projet à la limite, ou de gestion de contenu, mais pas de quelque chose de vraiment dynamique où tu appuies sur un bouton, ça fait des actions. Il n'y a pas d'éléments de formulaire dans Airtable, tu peux pas mettre des champs, faire des espèces de mini-formulaires. Donc voilà quoi. Bah, je donne l'exemple du résumé, mais il y a d'autres choses. Et notamment sur le Notion, ce qu'ils ont fait aussi, je trouve que c'est d'autant moins un gadget maintenant que c'est intégré dans les bases de données. Et donc que ça se fait dynamiquement, tu mets du contenu dans tes champs, et puis tu as une colonne où ça te génère automatiquement, par exemple, ton résumé. Bon, je prends cet exemple, désolé, il est un peu banal, mais c'est le seul qui me vient. Mais non, je sais pas, je vous trouve un peu dur, même si je reconnais que c'est coûteux. Mais après, encore une fois, le côté coûteux, si vous êtes dans une entreprise, que vous utilisez beaucoup ça, bon bah c'est le prix de votre outil, ça peut faire gagner beaucoup de temps à vos collaborateurs. Donc ouais, je sais pas. Moi je pense qu'un jour, très franchement, ça sera assez commun qu'on verra beaucoup de gens payer pour l'IA dans Notion parce que peut-être qu'ils changeront d'ailleurs leur pricing, peut-être qu'ils feront ça et rendront ça un peu plus attractif, peut-être qu'ils ils forceront à le prendre, je sais pas. Mais je pense que je trouve ça très cohérent avec le contexte et l'usage de Notion en fait, d'avoir un assistant d'IA à cet endroit-là. Voilà, c'est ça qui me fait dire quand même que je trouve que c'est assez bien fait. Bon, sur les boutons, on est d'accord, mais c'est le début. Pour moi, c'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Donc, donc voilà, évidemment, voilà, on va pas refaire le match Notion-Coda. Moi, je trouve que c'est des choses assez différentes. Allez, il nous reste quelques minutes. On va passer sur Make. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui font du Make. Ici, alors bon, Make, c'est un peu. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a des news intéressantes? Ouais. Bon, c'est surtout du bug fixe. Alors attendez, je vais remonter un petit peu en arrière. Est-ce que, alors vous, s'il y a des gens qui utilisent Make, en 2023, vous avez vu des nouvelles choses très intéressantes? Euh, je pense que le Make a été assez calme hein, quand même. Hein. Alors ça, c'est vraiment le truc que je l'ai évoqué tout à l'heure, les custom functions, le fait de pouvoir écrire des fonctions en JavaScript que vous allez utiliser dans Make. Franchement, c'est génial. Le problème, c'est que c'est réservé aux entreprises. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est toujours ce truc du push vers les entreprises. Voilà, on en discute souvent hein, dans la communauté no-code. Hein. On vient d'en parler avec Notion. C'est pareil avec Make. C'est pareil avec Bubble récemment, différentes annonces. On le comprend bien. Hein. C'est vrai que toutes ces boîtes, elles ont besoin de faire des sous. Donc, elles font des gros push vers les entreprises. Ce qui est dommage, c'est que des fois, c'est un petit peu au détriment, je trouve, des makers, des gens un peu comme nous, qui sont quand même parmi les utilisateurs les plus avancés, les plus intéressants, je trouve, de ces outils. Dans les entreprises, souvent, c'est pas les gens qui vont pousser le plus loin dans l'outil et tout. Donc voilà, ça, franchement, je trouve ça vraiment très dommage. Ouais, au niveau de Make, franchement. Après, voilà, un Make, c'est un outil, je veux dire, c'est un truc qui continue à améliorer. Là, il y a eu des petites améliorations d'interface, bon, c'est bien, mais pas grand-chose, hein. Très franchement. Les agents on-premise, ça c'est intéressant, c'est que pour les entreprises aussi. Alors ça, c'est un contexte, de toute façon, qui est que pour les entreprises.
Euh, ouais, vraiment. Non, Make, rien de nouveau. Après, Make, voilà, c'est un outil qui marche très bien. Euh, alors, je parle même pas, j'en ai déjà parlé, je me suis déjà suffisamment moqué de leur annonce autour de l'IA. Parce que par contre, je trouve qu'ils sont complètement passés à côté de l'IA. Mais c'est pas grave parce que c'est pas forcément ce qu'on leur demande non plus. Make, c'est un super outil et ils sont pas obligés d'aller sur de l'IA. L'intégration Make, enfin d'OpenAI avec Make, fonctionne très bien et très intéressante. Donc voilà, hein, franchement, il n'y a pas besoin de faire ça. Bon, au niveau de N8N, je pense qu'on va pas forcément en parler. Alors ils ont sorti la version 1.0, mais ils en sont déjà en fait à la version 1.0.5. Donc il y a déjà eu 5 patchs mineurs, enfin 5 patchs, donc des releases mineurs. Enfin, quoique c'est sorti à 1.4. Voilà, mais des petits problèmes. Voilà, il faudra aller voir, je vais mettre à jour mon instance d'N8N pour aller voir, ou peut-être aller sur le cloud directement. Bah voilà, hein, écoutez, il est 9h01, il va être temps de se quitter pour un mois à peu près. Alors attendez, évidemment, si vous êtes encore là, vous êtes quelques-uns encore, je le vois, vous êtes même pas mal. Vous pouvez faire comme moi, aller sur Product Hunt et on va aller voir si on a. Donc vous le voyez, hein, là vous comprenez ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, que il est désormais minuit à San Francisco, donc il y a eu le grand reset de Product Hunt, et donc vous voyez ici que les choses n'ont pas encore de notes. Donc d'ailleurs c'est rigolo, vous pouvez mettre la première note à certains outils. Vous voyez, ceux qui ont des notes, c'est les trucs promotionnels, hein. Donc n'hésitez pas, on va aller voir. Voilà, regardez, il y a Eden AI, eh bien je vais mettre en live le premier like sur Eden AI. Voilà, ça me fait plaisir. D'ailleurs, on voit que notre ami Nicolas Grenier, qui est de chez Typeform, membre de la communauté française, a déjà mis un petit commentaire. D'ailleurs, peut-être que j'aurais dû aller regarder. Ah non, il y avait déjà 7 votes, ce n'est pas le premier. Voilà. D'ailleurs, du coup, peut-être qu'ils affichent pas. Attendez, si je recharge la page. D'ailleurs, c'est rigolo ça. Alors, je sais pas si c'est un N8N désormais est promu. Donc peut-être que ça c'est une stratégie, c'est-à-dire que le lendemain de ton launch, tu payes pour en plus continuer à apparaître. Ça peut être un délire. Euh, Alors Eden AI, ils ont cette voix. Alors je vous partage pas le lien parce que ça c'est un truc qu'il faut savoir qui est très important. Merci à toi, Joe Black. Voilà, j'espère que si tu nous regardes ou si tu regardes le replay, voilà, on a fait notre petite contribution. Ce qui est très important, c'est de ne pas aller sur le lien directement. Parce que si je vous partage le lien et que vous allez upvoter via le lien, vous aurez ça compte moins en fait que si vous allez sur la Product Hunt et que vous scrollez et que vous allez ouvrir Eden AI. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Voilà, effectivement. Et n'hésitez pas surtout à aller regarder un Eden AI. Si vous vous inscrivez, vous avez $10, même $30 de crédit apparemment là, pendant le launch. Voilà, donc ça peut vous permettre de tester plein d'AI. Voilà, et bah écoutez, on a fait notre bonne action, on a soutenu la communauté française. Je vous souhaite un bel été. Voilà, ça m'a fait très plaisir de faire ces 30 épisodes avec vous en 2023. C'était une belle saison pour cette première saison de la matinale des Ops. Et puis voilà, on va se retrouver, je pense. On va se retrouver quand? On va se retrouver le 6 septembre. Non, le 5 septembre. Attendez, le 5, ouais, je pense le 5, et après je filerai prendre mon train pour aller à Marseille pour notre séminaire de rentrée de contournement. Mais voilà, ce sera le 5, puisque je pense que le 29, pas forcément faire de live. Voilà, bonnes vacances à vous si vous en avez, bon courage si vous travaillez. Et puis si vous voyez des choses intéressantes pendant le mois d'août, n'hésitez pas à me les envoyer en privé sur le Slack de No Code France.
ou par mail ou par où vous voulez, sur LinkedIn. Voilà, si vous avez des idées de choses dont je pourrais parler à la rentrée, si vous avez des envies, des choses que vous voulez découvrir, etc. Je suis preneur. Je vais essayer de profiter du mois d'août pour justement me préparer un petit peu les émissions parce que je dois bien avouer que les dernières émissions étaient vraiment pas très préparées. Mais voilà, et j'ai prévu aussi des petites interviews. Il y aura une petite émission avec Benoît de NC Scale, par exemple, que j'ai déjà prévu. Voilà, plein de choses comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. À très bientôt et puis bel été à vous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour être bien prévenu des lives. Je vais regarder rapidement, mais je crois qu'il n'y a pas trop de lives cette semaine parce que tout le monde fait une petite pause au niveau de la communauté. Je pense que c'est bien d'ailleurs. Alors il y a un live in public de Noam, a priori. En tout cas, soit il a oublié de l'effacer, soit... Alors je crois qu'on a nos amis de IA Loves No Code, enfin IA plus No Code, qui font toujours leur live. Voilà, peut-être Arthur, je sais pas trop. Bon, voilà, abonnez-vous, vous verrez quand il y aura des lives. Et puis à très bientôt. Allez, je vous laisse avec le petit générique de fin et à bientôt. Bonne journée à vous.